Vous connaissez tous, au moins de nom, les grands poètes du 19e siècle, du début du 19e siècle, comme Victor Hugo, Lamartine, Vigny, Musset. Et si, comme moi, vous les avez lus, non et je sais c'est puant, il est presque certain que vous soyez dans une de ces deux catégories. La première, celle du grand amateur de l'expression foisonnante romantique, de la mélancolie photogénique, de la sursensibilité. La deuxième... Je fais partie de la deuxième. Je trouve que les premières générations romantiques, même si bon, cette appellation est un peu contestée, sont ennuyeuses, pleurnicheuses, mollassonnes. À, bien sûr, quelques exceptions près. Et même quand elles sont énergiques, elles sont empoulées ou poussiéreuses. J'entends bien qu'il y a une question de contexte, mais du point de vue purement poétique, il n'y a pas toujours à boire et à manger. On tourne en rond sur l'expression du sentiment, et même formellement, en dépit de quelques ronsarderies plutôt bienvenues après le très plat 18e, on s'ennuie un peu. Parce que l'alexandrin est complètement despotique, il y a beaucoup trop de rimes suivies, donc A, A, B, B, C, C. L'autre nom de la rime suivie, c'est la rime plate, je trouve que ça s'accorde plutôt bien. Et en fait, il y a une place assez peu importante qui est faite à la musicalité. Alors attention, hein, je précise bien qu'il s'agit de mon opinion personnelle. Non, parce que les commentaires des dernières vidéos m'ont appris que certains prenaient très mal la critique de leurs grasses idoles, donc je vais être prudent, hein. Bref, pour moi, le 19e déploie son intérêt que plus tardivement, chez des poèmes plus jeunes, comme Baudelaire, ou pour qui la maturité a été une bénédiction, comme le Gautier de Émo et Camée, ou alors simplement des poètes plus originaux comme Nerval. C'est qu'il y a dans la plainte romantique quelque chose de facile, d'adolescent, de luxueux. Il faudrait que je parvienne à retrouver ce texte, mais il y a un texte contemporain qui critiquait les excès romantiques, donc déjà eux ils critiquaient leurs excès de ponctuation, faut savoir que les petits romantiques avaient tendance à beaucoup faire ça, et surtout les topoi romantiques, c'est-à-dire les lieux communs, ce qu'on voit trop souvent. Typiquement un qui m'agace énormément, la jeune vierge qui va mourir on ne sait pourquoi, on appelle ça la maladie du manga aujourd'hui, vous savez, c'est une maladie, c'est bien pratique, elle est là, on sait pas trop ce que c'est, mais ça meurt doucement quand il faut qu'elle meure, quoi. Oui, Victor Hugo, c'est toi que je regarde. Mais enfin bon, c'est pas le seul, hein. On peut même dire ça de Adolphe de Constant, de pas mal de romans de Balzac aussi, enfin... C'est un topos particulièrement agaçant, même si là, évidemment, je parle pas de poésie, mais enfin... Et puis même, bon, cette espèce de sensibilité avec le vent dans les cheveux, là... Quand on a cessé d'être touché par cette mélancolie, ou qu'on a développé, pour le meilleur ou pour le pire, un certain recul par rapport à celle-ci, on peut vraiment avoir du mal à en profiter. Ce dégoût est, je pense, au moins en partie responsable de mon attrait pour Corbière, poète de la deuxième moitié du 19e, qui se moque pas mal de ses excès, en faisant appel beaucoup au cynisme, à l'ironie, à un langage plus oral, voire argotique, qui est vraiment bienvenu en fait, et qui fait l'effet d'un courant d'air frais. Or, justement parce qu'il cite ses inspirations, quelques-unes d'entre elles du moins, Corbière m'a fait découvrir toute une frange que je ne soupçonnais même pas. Il s'agit ici de ceux qu'on appelle les petits romantiques, d'où le titre de cette vidéo, des gens qui, au début du 19e siècle, proposaient un peu autre chose. Alors pour vous illustrer ça, j'ai choisi 3 exemples, 3 figures distinctes. Petrus Borel, Hégésippe Moreau et Lassner. Pourquoi ces 3-là? 2 raisons. D'abord parce qu'ils n'appartiennent pas à une école commune. Petrus Borel est généralement relié au romantisme dit frénétique ou au frénétisme, j'y reviendrai. Moreau est un peu plus marginal, il ne correspond pas vraiment à une chapelle, et Lassner est littéralement un assassin. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas une thune, que ces poètes sont très difficiles à trouver, et soit il faut avoir de la chance et les trouver dans des vieilles éditions, comme c'est le cas avec mon Hégésippe Moreau, le Myosotis, ici c'est une réimpression de 1920, soit il faut fouiller chez les bouquinistes, et parfois on trouve Lassner. Faut savoir que Lassner il a surtout écrit des mémoires, dans lesquels il n'y a pas toujours les poèmes, là je les ai, et en même temps il y en a très peu, ou tout simplement, il faut les faire réimprimer à la BNF, comme c'est le cas avec mon Borel. Malheureusement, ça coûte un peu cher à force, et j'aurais bien aimé être plus exhaustif, mais... Hein, peut-être après les 1000 abonnés, quand j'ouvrirai un Tipeee. Je sais qu'on peut les lire en ligne, mais je déteste ça, je passe déjà assez de temps sur mon ordinateur, puis j'ai ce fantasme du Gollum, vous savez, j'ai besoin de posséder mes bouquins. Surtout quand ce sont des bouquins auxquels je reviens, pour apprendre des poèmes par exemple, moi j'ai besoin de les avoir. Et puis vous avez de voir grandir la bibliothèque, ça...
c'est un plaisir qui ne vieillit pas. Enfin revenons à nos moutons, pour vous mettre dans le contexte. Figurez-vous le début du 19e comme un espèce de magma d'idées différentes et contradictoires, toutes portées à ébullition dans le chaudron usagé de la Restauration. Aussi une très grosse partie de la jeunesse littéraire est plutôt d'obédience libérale, donc soit bonapartiste, soit républicaine, avec beaucoup de nuances, mais ça c'est d'une complexité absolument folle, ne serait-ce que par opposition à l'ordre établi. Aussi, si Hugo et Balzac sont, dans leur prime jeunesse, plutôt favorables au pouvoir, soit chez les ultras, soit chez des royalistes plus modérés, ce n'est pas le cas de tout le monde. Les 3 poètes que j'ai choisis, et je les ai pas choisis pour ça, mais je l'ai juste constaté, sont plutôt libéraux. Ça ne les empêche pas de s'entendre, Borel a été convié par Hugo à la première d'Hernani pour défendre la pièce. Alors vite fait, Petrus Borel, justement, il est né en 1809 et il est mort en 1959. Commence sa vie à Paris, où il participe à diverses revues, activités, parfois marginales, notamment, ça c'est un fait qui me fait rire, il a tenté le naturisme avec des amis. J'en sais pas plus, c'est juste, je sais ça et ça me fait beaucoup rire. Il a fréquenté le Cénacle de Victor Hugo, il a publié divers écrits. Ce qui m'intéresse ici, ce sont ses rhapsodies, qui sont publiées en 1832, donc là moi j'ai pris une réimpression de 1868 parce que je me demandais s'il y aurait pas plus de détails, mais en fait pas du tout. Sinon d'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il y a le H qui a sauté, alors normalement il y a un H à Rhapsody, donc je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a des informations, là je suis preneur parce que il n'y a pas grand chose sur Borel en ligne. Bref, en tout cas, il finit par prendre un poste subalterne en Algérie et meurt dans une misère relative. Il a été assez pauvre toute sa vie, il a été dandy. Alors évidemment ça m'intéresse. Enfin vous voyez le tableau, son caractère, ses attitudes lui ont valu le surnom apparemment revendiqué de lycanthrope, et on le rattache au courant assez informel de frénétisme, ou de romantisme frénétique, qui prend en gros son inspiration chez les Anglais, une inspiration très gothique, très macabre, doublée d'une espèce d'expression paroxystique des passions, parfois aidée par la drogue, mais je suis pas certain que ce soit le cas de Borel, vraiment pour aller le plus possible contre son temps, si vous voulez. Et pour aller contre son temps, rien de mieux aussi que le cynisme, l'ironie, autant de procédés qui lui ont coûté un peu cher, parce que dans la notice de Baudelaire sur Petrus Borel, justement, il est presque substantivé comme l'exemple même du romancier / poète à éviter, quoi, avec des goûts horribles, etc. En tout cas, le romantisme frénétique n'est pas un courant en soi, c'est plutôt une sorte de branche, un petit dérivé du romantisme qui s'appuie sur les acquis du romantisme, donc. Tout ça a fait de Borel une sorte de repoussoir symbolique, comme je vous le disais. Pourtant, la notice de Baudelaire est relativement élogieuse. Ensuite, Hégésippe Moreau, donc. C'est le nom de plume de Pierre-Jacques Rouillot, né en 1810 et mort en 1838. Ouais, ça fait pas vieux, 28 ans. Il a tenté sa chance et l'a perdu dans le petit monde littéraire, et donc meurt la même année qu'il publie son ouvrage, le Myosotis, qui est moitié conte en prose, moitié poème en vers. Du reste, il est assez mal documenté, même si vous pouvez voir sa tombe au cimetière du Montparnasse. Et là, la notice de Baudelaire à son sujet est assez dure, notamment parce qu'il doit une partie de sa renommée au camp des Républicains qui en ont fait un héros littéraire. Quoi qu'il en soit, il a connu une misère assez âpre et relativement peu de succès. Et d'ailleurs, comme c'est souvent le cas, le succès il le doit souvent à la figure qu'il incarne davantage qu'à son talent. Mais moi, j'aime bien. Enfin, Lassner, né en 1803 et guillotiné en 1836, a tenté sa chance plusieurs fois aussi, sans succès, dans le monde littéraire. Au même moment, il commettait plusieurs crimes et délits, donc des vols et des assassinats. Il s'est engagé dans l'armée, a déserté, et a fini par se faire attraper. Un quatrain de Corbière dans Un jeune qui s'en va vaut plus qu'un long discours. Un autre incompris Lacenaire, faisant des vers en amateur, dans le goût antipoitrinaire, avec Samson pour éditeur. Antipoitrinaire, tiens. Est-ce que ça vous rappellerait pas ce que dit Flaubert de Lamartine, que j'aime beaucoup, où il parle du lyrisme poitrinaire de Lamartine, c'est-à-dire manquant d'énergie, de vigueur, presque de masculinité d'ailleurs, et c'est une critique communément faite aux romantiques. Je vous laisse imaginer ce que j'en pense. Et d'autre part, Samson est un bourreau assez connu, enfin même une famille de bourreaux d'ailleurs du XVIIe au XIXe siècle. Alors, il faut savoir qu'une fois arrêté, Lassner a tout avoué, dans le but de théâtraliser son procès, non pas pour essayer de se faire gracier, mais pour partir en bon dandy. Une démarche bien cynique donc, mais je dois avouer très séduisante.
Alors elle a fait un scandale absolu à l'époque, c'est une polémique qui a quand même bien opposé les gens, on raconte qu'il y avait un grand public, notamment féminin, qui tirait un plaisir coupable, mais un vrai plaisir en lisant ses mémoires, en assistant à son procès, etc. Mais les poètes l'ont plutôt mal pris. Gauthier en dit quelque chose dans Emo et Camé, et tiens, Hégésippe Moreau lui-même a écrit tout un poème pour s'en plaindre. Alors il y a sans doute beaucoup de jalousie là-dessus, mais voir un vrai salaud s'en sortir comme ça, parce que Lassner est un salaud, alors que vous crevez la faim, je pense qu'il y a de quoi vraiment avoir la rage. Donc, trois plumes relativement dissemblables, hein, du point de vue de leur parcours. Au moins. Mais je leur trouve pas mal de points communs, en fait. Des points communs qui sont relativement inexistants chez leurs contemporains canoniques. D'abord, le moins intéressant, ils touchent tous à la politique. Je passe vite dessus. Il me semble que dans chacun des trois poètes que je vous ai cités, il y a au moins des allusions, sinon parfois des poèmes complètement engagés. Pas très intéressants, et ça pour le coup c'est pas très différent des grands noms. En revanche, et ça je gage que ça pourrait plaire à ceux qui veulent du nouveau, ils ont en commun le cynisme et l'ironie. À divers degrés, Moreau l'est moins, mais il l'est quand même. Alors effectivement, ces deux attitudes sont vraiment étonnantes et rafraîchissantes quand on est habitué à la poésie 19e, et elles sont renflouées par l'usage de l'argot, un certain argot, faut pas exagérer, une vraie liberté formelle, au moins du point de vue des rejets contre rejets, et des néologismes. Un que je trouve particulièrement séduisant, c'est chez Borel, le mot carlovingiaque. Enfin, c'est les carovingiens si vous voulez, mais carlovingiaque, je trouve le mot super. Bref, une sorte de pré-corbiérisme, certes moins inventif et coloré, mais surprenant quand même. J'ajoute aussi que les sujets peuvent être en décalage avec leur époque, et c'est marrant parce que Baudelaire en parle dans sa notice de Hégésippe Moreau en termes peu flatteurs. Il fut un temps où parmi les poètes, il était de mode de se plaindre, non plus de douleurs mystérieuses, vagues et difficiles à définir, espèce de maladie congéniale de la poésie, mais de belles et bonnes souffrances bien déterminées, de la pauvreté par exemple. On disait orgueilleusement « j'ai faim et j'ai froid ». Il y avait de l'honneur à mettre ces saletés-là en vers. Alors, c'est amusant de voir cette petite malhonnêteté de la part de l'auteur des Fleurs du Mal, parce que j'ai littéralement lu le poème Misère de Borel, qui termine par « j'ai faim », et pourtant il est plutôt élogieux sur Borel. De mon côté, j'apprécie vraiment cette diversité de sujets, je ne suis pas amoureux des passions difficiles à définir justement romantiques, et j'aime bien qu'on puisse toucher à tout. Sans prétendre qu'il faille absolument une poésie du quotidien, je trouve que ça fait du bien d'en avoir aussi. Et puis, même si ça va à l'encontre de mon blabla sur l'universalité, je trouve que ça peut rendre les poètes plus proches. Pas meilleurs, hein, mais plus sympathiques en quelque sorte, et j'aime bien. Et puis, c'est marrant quand même, parce que quoi qu'en dise Baudelaire, quand on lit ces auteurs-là, on comprend aussi un peu d'où il vient, et il fait moins ovni dans son époque. Enfin, mon aspect préféré, ma petite friandise. Entre ces trois lascars-là, il y a souvent un point commun. Le vers répété, ou le vers refrain. Écoutez par exemple le poème de Lassner, que j'ai lu il y a quelque temps, ou d'ailleurs celui d'Hégésippe Moreau. C'est une tournure très musicale, un tantinet médiéval d'ailleurs, et c'est d'autant plus intéressant qu'il ne pratique quasiment pas des formes 16e. Je crois pas avoir vu un seul sonnet dans ces trois-là. Même si des tournures analogues ont existé chez des poètes plus connus de la même période, ils sont quand même moins systématiques. Et rien que ça fait du bien. Voilà en quelques mots l'intérêt que je trouve à ces petits romantiques-là. C'est très court, hein, je vous l'avais dit. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. C'est peut-être à chaque fois entre 30 et 100 pages de poésie. Je pense que le fait qu'on les oublie n'est pas une injustice absolue. Leur œuvre n'est pas aussi complète, n'est pas aussi intense, n'est pas aussi réussie que leurs grands contemporains. Si vous les lisez, ne vous attendez pas à une révolution comme si vous lisiez Baudelaire et Rimbaud pour la première fois. Hein. Mais ils ont le mérite de nuancer une époque victime de représentations délétères, et je suis le premier à les avoir subies. Vous voyez par exemple, j'ai toujours été frustré que Hugo ne garde pas plus dans sa poésie la liberté formelle qu'il a dans Hernani. Je sais qu'il lui arrive encore de faire des rejets, etc. Mais globalement, c'est plus rare. Ce qui donne en plus l'impression que Hernani n'était que là pour provoquer. Et c'est dommage en fait. C'est dommage parce que ça pourrait être vraiment plus intéressant que ça. Surtout que, avec tout le mal que je dis de Hugo, je peux pas nier qu'il sait écrire. Notez aussi qu'il faut disposer de certaines connaissances linguistiques et historiques pour comprendre les allusions et le contexte de certains des poèmes des petits romantiques que je vous cite. Le cas échéant, un bon lexique, mais justement, comme il n'y a plus vraiment d'édition récente, c'est un peu plus galère.
J'aurais bien aimé vous parler d'autres auteurs qui m'intéressent vraiment beaucoup et que j'attends d'avoir les fonds pour m'acheter, pour tout vous dire. Ma vie est une Petrus Borel référence. Par exemple, Xavier Forneret, Charles Dauval, Félix Darvert, Philothée Onidi ou Elisa Merker. Oui, je sais, c'est sur Gallica, mais personne ne veut lire sur Gallica. Alors, s'il y a des éditeurs de poésie dans la salle, et je vous vois venir, hein, pas des poèmes choisis. C'est jamais très long, ça vous fera des petits livres à chaque fois. Ça pourrait être pratique. Moi, je suis sûr qu'il y a un business à se faire comme ça, avec des toutes petites collections de poésie, comme ça, des tout petits recueils qui existent déjà. Et qui doivent être libres de droit, d'ailleurs. Bah voilà, je crois que c'est tout. Ce fut court mais intense, et j'avais besoin de faire cette vidéo pour introduire une vidéo beaucoup plus exigeante que je vous prépare. Allez, que Dieu vous bénisse, et qu'il bénisse les petits romantiques, même s'ils le blasphèment souvent. À très bientôt.